cas, j'en ai noté 3 justement. Le temps manquerait d'aller vraiment en profondeur de plusieurs autres pays, mais je pense qu'on pourra se faire une idée avec les 3. Et ensuite, on va parler des défis liés aux infrastructures et à la protection de données. Enfin, on finira par quelques recommandations. Donc, Madame Zala m'a très bien présenté. Juste quelques points que j'aimerais souligner encore. Ok, je travaille chez A7 actuellement et je suis spécialiste économie digitale. A7, c'est un centre de recherche et d'action. On est très orienté dans la valorisation des connaissances pour que la production de connaissances et des recherches soit non seulement disponible, utile, mais aussi rendue vraiment disponible pour les politiques publiques. Donc, j'interviens sur des questions de recherche, sur des questions de valorisation des connaissances et sur des questions de développement également, où nous travaillons sur des infrastructures publiques numériques, l'intelligence artificielle et un certain nombre de solutions. Donc, tout ça pour une vision, c'est de pouvoir comment combler les inégalités numériques et rendre le numérique vraiment inclusif. Okay? Parce que je pense qu'il est vraiment un levier de transformation et de développement digital. Okay? Donc, pourquoi alors il faudrait repenser l'inclusion sociale à l'ère numérique? Parce que nous ne sommes pas sans savoir en fait que l'introduction des technologies numériques dans quelques domaines que nous pouvons trouver ont apporté des nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de comportement même parfois. Donc le numérique, les technologies transforment profondément la manière dont nous interagissons avec la société, la manière dont nous discutons, même en famille. Je suppose ici que toute personne ici dispose au moins d'un groupe WhatsApp de famille. Alors, ce qui n'existait pas il y a des décennies. Aujourd'hui, on peut considérer également la fracture numérique comme une nouvelle forme de fracture sociale. Les communautés qui ont un faible ou un déficit d'accès au numérique se voient très vite marginalisées, se voient très vite dépassées par les innovations. Donc aujourd'hui, le souci ou encore le défi de la fracture numérique devient un défi vraiment primordial, essentiel, auquel il faudra, n'est-ce pas, penser et en fait lever. Donc, les outils numériques également, ils offrent des opportunités d'émancipation et permettent de s'informer, de former et de participer activement à la société. Okay? Aussi, le numérique a obligé nos politiques, nos gouvernants à pouvoir, n'est-ce pas, repenser la manière d'adresser la société. Aujourd'hui, les services publics, okay, sont pour la plupart du temps dans nos pays digitalisés. On parle de e-services maintenant, on parle de services qui vont être disponibles via des canaux digitaux. Okay? Donc tout ceci, ce sont des usages nouveaux qui sont rendus possibles, qui sont rendus disponibles grâce à la technologie. Et aussi en favorisant l'accès équitable aux ressources et aux services numériques, on peut avoir un puissant canal de solidarité, de participation citoyenne. Aujourd'hui, la participation citoyenne même est revue et améliorée grâce au numérique. Nous avons par exemple des plateformes de participation citoyenne comme chez nous, par exemple au Bénin, on a la plateforme e-dénonciation. Une e-dénonciation qui est une plateforme qui permet à tous les citoyens justement de pouvoir venir parler d'un fait, parler d'un mécontentement, etc., etc. Donc, c'est une nouvelle manière
de fermes qui s'investissent, qui va aller grandissant, et cela grâce au numérique. Donc, il est important également de parler de l'inclusion numérique, parce que justement, l'inclusion fait partie des piliers fondamentaux de la transformation numérique. Donc, nous savons que pour qu'il y ait transformation digitale, transformation numérique, il faut qu'il y ait des personnes. Donc, sans qu'il y ait des personnes, on ne pourrait pas juste s'arrêter aux technologies pour parler de transformation numérique. Finalement, cette transformation, les technologies, est appliquée aux personnes. Donc, les personnes sont en effet des piliers de cette transformation. Du coup, il est important de pouvoir prendre en considération leurs attentes, prendre en considération également les différentes formes de fractures ou encore d'exclusion qui peuvent être à l'application, n'est-ce pas, du numérique. Donc, juste pour votre information, nous avons les infrastructures également, qu'ils soient physiques et numériques. Okay? Nous avons le gouvernement qui est aussi un acteur. C'est eux qui vont mettre en place les services publics, qui vont administrer de manière générale, on va dire, toute l'économie digitale, on va dire. Il y a aussi les entreprises qui sont aussi importantes, parce que ce sont ces entreprises-là qui vont faire des investissements, lancer des startups, créer de l'innovation, ok? Et il y a également de la régulation qui va faire tout ce qui est cybersécurité, s'assurer que les standards nationaux et globaux vont être respectés dans l'approche ou encore dans la stratégie de transformation numérique. Et donc, l'inclusion numérique aujourd'hui vise à garantir que toutes les personnes, indépendamment de leur situation socio-économique et de leur localisation ou de leurs compétences, vont pouvoir bénéficier aux avantages des technologies ou encore aux avantages du numérique. Donc, à ce niveau-là, on évolue, on peut mettre l'accent, les États vont mettre l'accent sur cinq leviers, à savoir l'accessibilité. Il est important de pouvoir mettre à disposition des populations les plus marginalisées ou les plus vulnérables l'accès à ces technologies-là. Le deuxième levier de l'inclusion numérique va être l'apprentissage. Okay? Il est important de pouvoir former aux usages du numérique, que ce soit quelle que soit la couche de la société, pour les plus petits, pour les plus grands, il est important de pouvoir former à l'usage du numérique. Une fois que c'est formé, voilà, il va falloir utiliser. Donc c'est important d'inciter, les gouvernements aussi doivent pouvoir inciter les personnes, inciter l'utilisation des technologies numériques dans les zones les plus vulnérables. Et également l'innovation, parce que le pilier de l'innovation va être vraiment important à ce niveau-là pour pouvoir à ce que les usages du numérique soient vraiment adaptés aux besoins spécifiques de chaque couche de la société. Par exemple, lorsque vous venez avec une nouvelle technologie et que il y a des barrières à l'entrée de chaque nouvelle technologie. Par exemple, la langue. Donc aujourd'hui, on pense par exemple à des usages d'intelligence artificielle qui sont accessibles via nos langues locales. Ça, c'est vraiment des piliers de l'innovation qui vont permettre à personnaliser les usages du numérique pour que cela soit vraiment accessible au niveau de toutes les couches de la société. Le dernier numérique, c'est la participation, ou encore, je pourrais dire, la co-création. Il est important de pouvoir faire participer les acteurs, les parties prenantes, les acteurs à la base, les populations cibles, les faire participer au processus de création des technologies ou encore au processus de développement ou d'utilisation des technologies. Il est important de connaître
leurs réels besoins. Donc, c'est tous ces 5 leviers-là sur lesquels on pourrait agir pour pouvoir développer aujourd'hui l'inclusion numérique. Et je vais également m'appesantir un peu sur, les piliers d'une digitalisation vraiment transformatrice. Alors, comment les gouvernements, ce schéma nous aide à comprendre comment les gouvernements vont arriver plutôt à pouvoir mettre en place une digitalisation transformatrice, ou encore quels sont les piliers d'une e-gouvernance favorable à l'inclusion. OK? Donc, dans un premier temps, vous voyez que le schéma va peut-être ressembler à un édifice qui aurait une base, des piliers et en fait une forme de couverture au-dessus. Il est important de mettre à la base que nos gouvernements mettent en place un cadre légal qui est solide, qui est fait de lois, de stratégies, okay, qui vont pouvoir organiser un peu toute la structure, tout le développement du numérique. Okay? Donc, c'est ainsi que nous avons des éléments comme les stratégies nationales, comme on voit un peu partout maintenant, les stratégies nationales d'intelligence artificielle, stratégies nationales de développement, des stratégies de développement quinquennal ou à l'horizon de 10 ans sur les usages numériques. Ces éléments sont des bases qui permettent aux États de pouvoir définir vraiment où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on y va. Okay? Et tout ceci va être organisé vers une gouvernance beaucoup plus saine, okay? Parce que une fois que les lois et les stratégies vont être mises en place, des structures également vont naître pour pouvoir, des structures qui vont être exécutives sur ces notions-là, vont pouvoir être mises en place pour pouvoir, n'est-ce pas, développer ces stratégies justement. Okay? Donc c'est ainsi par exemple qu'on a au Bénin par exemple, on a des structures gouvernementales qui naissent, des agences gouvernementales, comme on a l'agence nationale l'agence des systèmes d'information du numérique qui va piloter une stratégie de développement du numérique par exemple. Donc on a l'autorité de protection des données personnelles, parce qu'on a la loi sur le numérique qui parle également de protection des données personnelles. On y reviendra plus en profondeur. Donc, vous voyez, donc après le développement stratégique et la mise en place du cadre légal, on met une nouvelle couche de gouvernance au-dessus pour pouvoir organiser également. Et ensuite on passe aux piliers. Les 4 piliers d'une transformation digitale véritablement transformatrice, pardon pour la tautologie à ce niveau, va être l'accessibilité. Alors, il est important de mettre en place des technologies et des systèmes qui vont permettre à ce que les personnes, toutes les couches de la société puissent avoir accès au numérique et aux e-services. Okay? Les e-services, ce sont les services publics qui vont être digitalisés. Donc aujourd'hui, on le verra dans nos pays, des plateformes qui naissent, qui permettent à ce qu'on puisse avoir accès aux services publics. Donc, l'accessibilité, le pilier de l'accessibilité va se manifester par exemple par une couverture numérique importante. Il est important que l'étendue, la couverture du réseau Internet soit le plus inclusif possible. Donc on a aujourd'hui nos États qui vont investir sur la couverture au niveau de la fibre optique, au niveau du câble sous-marin, de la fibre optique, et faire des relais dans chaque région, etc. Donc,
pour avoir accès au numérique, il est important qu'on ait d'abord accès à Internet, qu'on ait d'abord accès enfin, quelle que soit la technologie, bien sûr, hein, qu'on ait accès à Internet avant d'avoir accès aux applications euh, qui vont être développées au niveau de ces technologies. Donc, le pilier de l'accessibilité également peut se manifester par une forme de souveraineté au niveau de la gouvernance des données. Il est important aujourd'hui, c'est un débat, on y reviendra si vous le voulez bien, c'est un débat qu'on a aujourd'hui sur la gouvernance de nos données. Donc, cela dit, il est important qu'on ait aussi, que les États aient aussi des data centers nationaux sur lesquels on va héberger nos données. Parce que lorsqu'on veut faire de l'identité numérique, lorsqu'on veut avoir une base de données de l'ensemble des populations, cette base de données va être hébergée où? Quelles vont être les politiques de gouvernance? Comment on administre ces données? Qui a accès à ces données? Voilà, simplement qui a la même mise sur ces données. Donc, l'accessibilité, garantir l'accessibilité également, c'est aussi s'assurer que on ait des data centers nationaux ou, à défaut, des conventions gagnant-gagnant avec des prestataires internationaux pour pouvoir héberger ces données. Okay. Donc, le deuxième pilier va être celui de l'identité numérique. On ne pourrait avoir accès aux e-services de manière inclusive. On ne pourrait avoir ce digital-là vraiment transformateur ou répandu au niveau des États si on ne passe par l'identité numérique. L'identité numérique, ça s'avère être un pilier fondamental de la transformation digitale. Il est important que les États aillent vers des formes d'identité numérique. Cela passe par exemple par l'identification fondamentale. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des cartes numériques qui permettent de pouvoir avoir cette identité de manière fondamentale. Les États investissent dans des systèmes d'identité numérique fondamentale. On a par exemple au Bénin le numéro personnel d'identification qui est adressé à chaque citoyen de manière unique. Et tout ceci va participer justement à pouvoir savoir qui est notre cible, vers qui on adresse justement nos solutions numériques et vers qui on s'adresse lorsque nous allons déployer toutes ces technologies. Donc l'identité numérique est un pilier. Et ensuite, on a l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est juste la fonction selon laquelle qui va permettre à ce que chaque entité du gouvernement va pouvoir s'échanger de la donnée en temps réel. Donc, on met en place, de nos jours, c'est beaucoup courant maintenant, ils vont mettre en place une structure d'échange de données pour qu'on n'ait pas chaque fois à demander, par exemple, des informations de base. Lorsque, par exemple, vous avez besoin d'un service à la mairie, que la mairie vous demande votre identité, pour un autre service à la mairie, vous n'aurez pas besoin à ce moment-là de pouvoir prouver encore votre identité. Si chacun passe par ce qu'on appelle le bus d'interopérabilité, ces éléments-là, les données vont être transmises en temps réel. Vous voyez? Donc, ce qui fait que ça va des barrières d'authentification ou certaines barrières qui empêchent aujourd'hui les citoyens de pouvoir avoir accès aux e-services. Donc, l'interopérabilité va être aussi un pilier de cette transformation digitale. Et enfin, comme pilier, on a encore les paiements digitaux.
Les paiements digitaux, aujourd'hui, avec les, les paiements mobiles que nous avons presque partout dans notre région africaine, vont être dépliés. Il est important que nos États reprennent le leadership en ce qui concerne les paiements digitaux, que ce ne soit pas que des prestataires privés qui aient le monopole de cette thématique de paiement, de mobile money et de paiement digital. Et qu'il est important, puisque finalement, ces services-là vont être payés par la population. Okay? Et ça participe justement à l'essor économique du pays. Donc, les gouvernements vont investir aussi sur des couches, sur les infrastructures qui vont permettre de faciliter les paiements par la population. Et tout ceci va être organisé autour de réformes. Okay? Il est important aussi à ce niveau-là de pouvoir faciliter la co-création, mettre en place des structures d'innovation, mettre en place des hubs d'apprentissage, des plateformes d'apprentissage, des hubs qui vont permettre d'éclore des champions nationaux. Ces politiques-là, finalement, vont permettre à ce que les États connaissent du développement, ok, mais aussi connaissent de l'innovation. C'est important à ce niveau-là. Donc, les gouvernements, en quelque sorte, on pourrait dire que les gouvernements vont pouvoir reprendre le leadership de la transformation digitale grâce à ces piliers et va orienter, organiser l'innovation, organiser tout ce qu'il y a pour que la technologie soit vraiment au service de la population de manière inclusive. OK? Et ensuite, donc voilà un peu ce qu'on pourrait partager autour des piliers d'une digitalisation. Et nous allons passer maintenant sur des cas des pays. Donc, au niveau du Bénin, on va parler de l'identité numérique, de l'interopérabilité, des paiements digitaux, des points numériques communautaires et d'un programme de couverture d'assurance qui se base sur le numérique. Donc, j'ai pris cet exemple-là également parce que c'est l'un des usages inclusifs qui ont été impulsés grâce au numérique. OK? Et donc, en termes d'identité numérique, le Bénin a mis en place le registre national des personnes physiques. Okay, c'est la plus grosse base de données du pays parce qu'il fournit l'identifiant national unique. Donc, on a cette base de données qui va permettre aujourd'hui l'identification unique et numérique de chaque citoyen. Donc, à travers cet élément-là, à travers ce registre, le Bénin arrive à produire des actes, ce qu'on appelle les actes sécurisés. Okay? Et on a l'acte de naissance sécurisé, l'acte de mariage sécurisé, l'acte de décès sécurisé, qui sont des éléments qui vont être facilement retraçables. Ils disposent d'une clé de sécurité qui permet de chiffrer le document. Donc tout ça est rendu disponible parce qu'on a l'identifiant numérique. Et en plus de l'identifiant numérique, il y a une couche de sécurité qui fait en sorte que le document soit sécurisé justement. OK? Et justement, pour cette sécurité-là, le Bénin a choisi de mettre en place une plateforme qu'on appelle une infrastructure à clé publique. Donc, cette infrastructure va définir des certificats numériques qui vont être conformes déjà au nom de l'industrie, mais afin de pouvoir sécuriser les transactions en ligne, les titres d'identité et les cartes nationales d'identité. Tout ce qui est passeport, carte nationale d'identité vont être sécurisés grâce à des clés,
à des certificats de sécurité qui vont être implémentés sur ces documents. Donc, ce qui garantit en fait que l'identité numérique qu'on recherche ne va pas être galvaudée, ne va être vraiment sécurisée pour des usages, pour vraiment des usages dont on a besoin. En fait. Donc, l'identité numérique est aujourd'hui en déploiement et va être bientôt disponible pour chaque citoyen. Il y a un portail qui est mis en place pour cela, où le citoyen peut faire une demande. Et une fois que cela est créé et activé, le citoyen peut l'avoir sur plusieurs canaux, son téléphone, son ordinateur, permet de pouvoir signer à partir de simplement ces outils numériques. Donc, cela encore un autre pas vers la digitalisation parce qu'on va pouvoir, dans un futur très proche, chaque citoyen pourra utiliser son certificat numérique sur des actes, par exemple, des contrats, etc., pour pouvoir signer simplement. Et ensuite, le Bénin a mis en place la plateforme nationale d'interopérabilité. Donc, c'est une plateforme numérique qui facilite l'échange sécurisé et efficace entre les acteurs de l'écosystème. C'est-à-dire que toutes les entités gouvernementales, comme j'ai expliqué plus tôt, vont pouvoir s'échanger de la donnée des citoyens. Par exemple, lorsque j'ai donné par exemple l'exemple tout à l'heure, lorsque vous faites un document à la mairie et que après vous avez besoin du même document pour faire un état, disons à la préfecture, etc. Au lieu qu'on vous demande chaque fois votre identité, puisque le registre national est connecté via ce bus d'interopérabilité, on n'a plus besoin de redemander votre identité à chaque fois que vous avez besoin d'un service. Ça fait que vous authentifiez une seule fois pour avoir accès aux services. Donc, ce qui nous pousse vraiment à avoir maintenant le portail national des services publics. Le portail national des services publics, c'est ce point-là, ou encore cette infrastructure, ou ce portail, pardon le terme, ou ce guichet unique, voilà le terme que je cherchais, ce guichet unique où on a accès à tous les services. Juste pour info, c'est aujourd'hui plus de 270 services qui ont été digitalisés. Et l'Agence des systèmes d'information du numérique a fait l'inventaire de tous les services, dans toutes les administrations qui doivent être digitalisés. Ils ont dénombré autour de 1300. Donc, et voilà, le chemin a déjà été parcouru jusqu'à 270, ça fait un pourcentage de 20 et quelques, en tout cas 22 ou 23%. Et donc, ce portail-là est disponible à tous les citoyens, ok, sur toute l'étendue du territoire national, pour pouvoir avoir accès. Ils ont besoin d'un casier judiciaire, ils ont besoin d'un acte sécurisé, quels que soient les services dont ils ont besoin. Le guichet unique leur permet de pouvoir avoir accès, souvent à des prix aussi très accessibles. Voilà. Donc, par exemple, avant cette inclusion-là, on observait par exemple des travailleurs qui, avant de pouvoir avoir leur pension, devraient se déplacer du nord vers la capitale avant de pouvoir valider, faire leurs actes
pouvoir toucher leur portion. Aujourd'hui, ils sont dans leur localité et grâce à l'accès Internet, ils peuvent facilement avoir accès via ce portail. Et le Bénin développe également la plateforme nationale pour les paiements électroniques, qui va être une infrastructure qui va faciliter des matérialismes. Par exemple, pour les paiements d'impôts, va être aussi une forme d'agrégateur de solutions pour tous les paiements sécurisés qu'on va pour l'e-commerce, donc cette solution est déjà utilisée par le Trésor et va se vulgariser encore un peu plus. Et tout ceci, le point vraiment très inclusif de ma présentation dans le cas du Bénin va être les points numériques communautaires. Donc, j'ai donné l'exemple tout à l'heure du monsieur qui doit se déplacer, qui devrait, avant l'inclusion, avant la mise en place de toutes ces plateformes du nord vers la capitale pour avoir accès à des services. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on a déployé l'Internet, on a déployé les infrastructures, on a déployé les services, mais les populations, à la base, parfois, peuvent se trouver marginalisées parce qu'ils n'ont pas de téléphone, certains n'ont pas d'ordinateur. Et donc, ce qui a été fait au Bénin dans ce sens, c'est la mise en place des points numériques communautaires. Donc, c'est souvent dans les structures sociales comme les maisons des jeunes, etc., qui leur permettent déjà d'avoir accès à Internet, parce que forcément, le point de concentration le point d'accès à Internet peut arriver à leur commune, à leur localité, mais c'est parfois difficile pour eux d'avoir même le petit investissement en termes de matériel qu'il faut pour pouvoir avoir accès à Internet. Tout simplement, le smartphone. Voilà. Donc, ces points communautaires viennent un tant soit peu régler le problème d'accès à Internet en favorisant, en mettant à disposition non seulement des outils, ordinateurs, tablettes, téléphones, mais aussi des personnes qui vont aider les populations à pouvoir avoir accès aux services numériques. Donc, les personnes de ces localités reculées dans les villages se dirigent vers les points communautaires pour pouvoir faire leurs actes sécurisés, pouvoir avoir accès aux services que les personnes dans les villes les plus urbaines ont accès par leur téléphone. Voilà. Donc, je parlais également de l'assurance pour le renforcement du capital humain. C'est un programme qui a été mis en place qui permet aux personnes des couches les plus vulnérables d'avoir accès à la couverture santé, que ce soit la couverture santé, que ce soit l'accès aux formations, mais aussi l'accès aussi à des crédits. Parce que souvent, les populations ont un faible taux de bancarisation, etc. Donc, ce programme-là, c'est basé sur le numérique parce qu'il a, grâce justement à l'identité numérique qui a été rendue disponible, le gouvernement peut mettre en place des plateformes. Et ça, c'est l'un de nombreux services qui ont été rendus disponibles parce qu'on a pu mettre en place ces leviers ou encore ces piliers que sont l'identité numérique, l'interopérabilité et les paiements digitaux. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Tu as encore 5 minutes, Kevin, pour présenter le cas du Rwanda et passer à la conclusion très rapidement. D'accord. Donc,
Désolé, on va plus plus de temps. Voilà, donc, par exemple, c'est le même cas. Je fais encore deux cas, mais je vais aller très rapidement cette fois-ci. C'est le même cas qu'on a par exemple au Rwanda. Ils ont le Irembo qui est leur plateforme nationale pour avoir accès aux services disponibles. Ils ont également une plateforme d'interopérabilité parce que c'est un pilier, un pilier de cet échange-là. OK, on a accès à plus sans licence, l'enregistrement des terres, les permis de construire, etc. Et ceci est disponible en leur langue locale et en anglais. Voilà. Et le point très inclusif du cas du Rwanda ici, c'est ce qu'ils ont appelé les agents Irembo. Eux, ils ont investi sur des personnes qui ne sont pas agents de l'État, mais qui vont recevoir une forme d'accréditation de l'État pour aider les personnes à avoir accès aux services numériques. Donc, ça donne de l'emploi à ces personnes-là. Aujourd'hui, ils en ont plus de 4000. Okay? Ce sont des personnes, des citoyens lambda qui vont se rendre disponibles pour aider les deux populations marginales à avoir accès aux services, aux e-services. Donc, on a un point culminant par rapport à l'inclusion, mais aussi un emploi, une forme d'emploi qui est créé, parce que ces services-là vont être rémunérés surtout qu'ils ont l'accréditation de l'État à ce niveau. OK? Donc, je ne pourrais pas rentrer sur le cas du Rwanda, je vais passer directement, enfin, le cas du Kenya, pardon, sur les défis. Donc, ces infrastructures-là, finalement, on a des défis à deux niveaux. Au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau de la protection des données. Okay? Parce que, jusqu'à présent, malgré les efforts, on a une faible couverture dans les zones rurales. C'est vrai que, voilà, par exemple, dans le cas du Bénin, les points numériques communautaires vont pouvoir pallier un peu, mais cela reste quand même encore très, très faible. Et donc, il y a aussi une faiblesse en termes d'équipement au niveau des populations vulnérables, peut-être qu'on l'a dit, et aussi une dépendance aux acteurs privés pour les infrastructures. Comme je l'ai dit plus haut également, il faudrait que les États investissent plus en termes de gouvernance et de. Donc, en ce qui concerne la protection des données, on s'est rendu compte qu'il y a des cadres juridiques inégaux. Donc, il y a que quelques pays sur la carte qui ont des lois de protection des données. Au Bénin, on a le Code du numérique, au Bénin, au Sénégal, le Kenya, le Rwanda, certains pays, mais ce n'est pas encore une garantie. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, tout le monde s'intéresse à l'intelligence artificielle également et va vers les stratégies nationales de l'intelligence artificielle. Donc, il y a aussi un manque de capacité des autorités de régulation. Ils sont sous-financés, ils ont des faibles technicités, ils ne déploient pas. C'est vrai qu'il y a la loi qui leur donne toute la force, mais ils ne déploient pas encore toute la technicité qu'il faut afin de pouvoir garantir cette protection des données. Parce que l'un de nos défis, c'est la collection massive. Aujourd'hui, on a des registres nationaux, c'est de la data vraiment importante, okay, à un niveau important qui est collecté à ce niveau-là, mais sans toutefois garantir. Ouais. Donc, on ne garantit pas encore que cette protection des données à nos populations pour des usages numériques. Donc, voilà quelques défis qu'on pourrait noter. Comme recommandation, il est important de renforcer les infrastructures publiques numériques, que ce soit les infrastructures au niveau de l'identité numérique, l'interopérabilité ou les paiements digitaux. Il est important également d'investir dans la littératie et les médiations numériques.
par exemple, ce qu'a fait le Rwanda en certifiant les personnes, euh, 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 les personnes qui aident d'autres personnes à pouvoir avoir accès au numérique. Et il est important aussi de co-construire avec les citoyens. Donc, je vais m'en arrêter là. Et merci pour votre attention. Je laisse la place à vos questions, interventions. Merci pour votre attention. Pardon d'avoir demandé. Merci beaucoup, Monsieur Ngoma, pour ce brillant exposé qui a porté sur un enjeu central, la place de la digitalisation dans la transformation des politiques sociales en Afrique. Votre présentation a bien mis en évidence des dynamiques prometteuses, mais également des risques et des défis à relever pour que la transition numérique serve véritablement l'équité et l'inclusion. Et d'ailleurs, il est ressorti de votre présentation plusieurs constats. Je vais vraiment résumer très rapidement, vous l'avez très bien fait. Premièrement, la digitalisation comme levier d'innovation sociale. Là, vous dites que les outils numériques transforment les modalités de conception, de ciblage et de mise en œuvre des politiques sociales, notamment à travers les registres sociaux, les transferts monétaires digitaux, la télésanté ou encore des plateformes de suivi, notamment dans l'éducation. Vous avez fait mention également de certaines initiatives africaines très inspirantes comme celles au Bénin, au Rwanda et au Kenya. Vous avez également noté des inégalités numériques qui sont persistantes, à savoir l'accès inégal à l'Internet, la faible littératie dont vous venez de faire mention numérique, le genre, la localisation géographique et les déficits de gouvernance qui constituent des freins majeurs à une digitalisation équitable des politiques sociales. Et enfin, vous avez fait mention donc d'une dynamique, cette dynamique qui tend vers une approche inclusive et éthique, en notant que la digitalisation ne peut être véritablement transformative que si elle est pensée comme un bien commun, intégré à des stratégies nationales de protection sociale et articulé à des cadres juridiques de protection des données. Encore merci beaucoup, Monsieur Ngoma, pour donc votre brillante exposé. Nous disposons de 10 minutes pour de questions, de la période questions donc des participants. Si vous désirez prendre la parole, soit pour commenter ou alors poser des questions de précision à Monsieur Ngoma, donc la séance la période des questions, elle est ouverte pour 10 minutes avant la clôture. Alors, j'ai une main levée d'Hervé Koda. Vous avez la parole. Moi, je suis Hervé, je suis au Burkina Faso. Donc, je vous suis depuis le Burkina Faso. Merci pour le brillant exposé. J'ai suivi avec beaucoup d'attention et puis beaucoup d'intérêt. D'abord, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une certification par rapport à la participation de ces webinaires? Donc, je voudrais dire que vraiment une formation intéressante, mais également une sorte de sensibilisation, parce que nous sommes obligés aujourd'hui de passer par la digitalisation pour pouvoir faire développer nos économies. Maintenant, je voudrais savoir si toutefois c'est un risque zéro, parce qu'on dit généralement que le risque zéro n'existe pas. Je voudrais savoir si vraiment la digitalisation a quelques risques vraiment et que les utilisateurs doivent beaucoup éviter. Voilà, donc telle était ma question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Koda. Donc, Kevin, vous notez les questions et puis après, vous allez y répondre toutes. C'est bon comme ça pour vous? Parfait. Alors, Monsieur Jacquemont, à la main levée, vous avez la parole. Oui, merci Fatih. Encore, je m'associe aux félicitations sur l'excellente présentation à laquelle on a assisté. Non, j'avais juste une question. Existe-t-il une plateforme régionale ou continentale où les expériences de numérisation
visiblement significatives au Bénin, au Rwanda ou au Kenya, où ces expériences sont échangées de manière à en faire bénéficier d'autres pays qui souhaitent également se lancer dans cette aventure incontournable de la digitalisation des services sociaux. Merci. Merci beaucoup, Pierre, pour ta question. Alors, avant de prendre une autre question, j'ai une question dans le chat de professeur Inde Murtala qui demande comment garantir que la digitalisation favorise l'inclusion et ne se transforme pas en un facteur d'exclusion dans le cadre des politiques sociales. Donc, cette question est pour vous aussi, Kevin. Voilà, je pense que là vous pouvez y aller là, pour les réponses. Parce que juste que je n'ai pas accès au regard. Merci. Je prends la dernière. Merci à tous pour vos interventions. À M. Hervé qui parle de risque de digitalisation, risque de la digitalisation, vous l'avez bien mentionné vous-même, il n'y a pas de risque zéro. Mais ce que soulève en fait les défis qu'on a aujourd'hui déjà, c'est surtout par rapport à la protection des données. Les populations, nous sommes dans le domaine de la recherche, on fait très souvent des enquêtes également. On peut observer cette forme de peur ou encore de psychose qu'on peut avoir par rapport aux usages du numérique. Et ça, c'est pas nouveau, même en entreprise, lorsque vous mettez en place des outils numériques pour faciliter la collaboration, certains peuvent être un peu réticents. Donc, en termes de risques, les grands risques sont liés à la cybersécurité et à la protection des données. Donc, les États vont également investir sur des couches de sécurité. Par exemple, on a vu pour le cas du Bénin, toute une infrastructure de sécurité a été mise en place pour certifier, on va dire, tout ce qui est acte. Aujourd'hui, il est impossible de pouvoir falsifier un acte sécurisé parce qu'il va falloir simplement scanner le QR code avec les outils nécessaires pour pouvoir certifier un acte sécurisé. Donc, les risques et défis, ils sont là, mais aux États de pouvoir mettre en place des systèmes qui vont les aider justement à pouvoir juguler. Je propose de prendre directement la question du docteur, je crois, professeur Rémi, je crois, qui parle de comment garantir que la digitalisation favorise l'inclusion et ne se transforme pas en un facteur d'exclusion dans le cadre des politiques sociales. Nous avons bien le remarqué qu'aujourd'hui, inclusion numérique va beaucoup rimer à inclusion sociale. Donc, ce qui voudrait dire que exclusion numérique va peut-être un peu, dans certains cas, s'apparenter au sein de l'exclusion sociale. Mais il est important de pouvoir informer nos politiques sur ces enjeux-là, justement, et de mettre en place des programmes et des leviers. Par exemple, on a parlé de la formation, on a parlé des systèmes qui vont favoriser l'utilisation. Okay? On a parlé des 5 leviers pour l'inclusion numérique. Il y a l'accessibilité, l'utilisation, la participation. Je pense que lorsque on investit plus sur des thématiques qui vont permettre à ce que les populations se sentent vraiment embarquées, on réduit franchement ces thématiques d'exclusion. Il faudrait que déjà
à chaque niveau, que ce soit au niveau géographique, en termes de localité urbaine et localité rurale, ou en termes de genre, il faudrait qu'à chaque politique sociale, qu'on voit vraiment l'inclusion, par exemple. Il y a des programmes de bourses qui sont à donner sur les thématiques d'intelligence artificielle qu'aux femmes, pour pouvoir montrer vraiment ce côté d'inclusion genre, ou encore cette inclusion au niveau de localité, etc. Donc, comment garantir vraiment que l'inclusion, que la digitalisation ne se transforme pas ne vient pas contre l'inclusion, mais c'est de vraiment aller vraiment utiliser ces leviers de formation, d'entraînement à l'utilisation des technologies. Et je pense que chaque État peut pouvoir le faire un peu à sa sauce. Et je finis par la question de M. Jacquemot qui parlait des plateformes sous-régionales pour faire bénéficier les avancées de chaque État. Aujourd'hui, les États ont mis en place le réseau Smart Africa, où il y a presque l'ensemble des États qui sont cités. C'est pas le seul, mais il y en a plusieurs où les États vont pouvoir échanger. Dernièrement, même les événements, les conférences permettent de partager de l'expérience. Récemment, où on a fait une fois de savoir où on a appris de ce qui se passe en termes de digitalisation dans la sous-région, par exemple. Donc, on a des missions. Par exemple, au Bénin, on a eu des missions qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Togo voisin, pour s'informer de ces avancées-là, parce que forcément, le Bénin a fait vraiment une avancée ces 10 dernières années. Et le partage, il y a des cadres de concertation qui sont mis en place pour partager cela. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Ngoma. J'ai juste un commentaire dans le chat et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Professeur Yvette qui dit, dans le cas du Bénin, la digitalisation exclut des femmes malgré ce que fait l'État pour rapprocher le service des citoyens. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Je n'ai pas bien compris. Dans le cas du Bénin, la digitalisation exclut des femmes. Oui, malgré ce que fait l'État pour rapprocher le service auprès des citoyens. Ce serait peut-être mieux qu'on donne la parole pour mieux expliquer le cas. Si vous pouvez vous prononcer mieux. Alors, je ne sais pas si Yvette est à la... OK, est-ce que... Oui. Oui? OK, parfait. Bonjour Yvette. Oui, bonjour à tous. Et je voudrais vraiment vous remercier pour cette présentation. Et je suis béninoise et je travaille aussi beaucoup sur les questions de l'inclusion sociale et du genre. Et dans un projet qui est en cours actuellement sur les violences basées sur le genre, il faut avoir le CIP. Lorsqu'une personne est violentée et qu'elle va se plaindre pour sa prise en charge, il faut qu'elle ait le CIP. Je sais que l'État fait beaucoup. Je suis béninoise et je vois comment ça se passe. Mais comme on le dit souvent, c'est bon, mais c'est pas assez parce qu'il y a encore une frange de la population qui n'est pas touchée et donc elles vont pouvoir se plaindre, mais elles ne pourront pas avoir accès aux services qui devraient leur être rendus si elles avaient le CIP. Alors, je suis consciente aussi que la question de l'analphabétisme est là. Je suis consciente que l'information n'arrive pas partout. On essaye, mais ça n'arrive pas partout. Et la question que je me suis posée à chaque fois que je suis en face de ce genre de situation, c'est de savoir si on n'est pas allé trop vite en annulant les anciens, papiers d'état civil systématiquement et en passant exclusivement déjà au papier numérique.
parce qu'on ne peut pas ignorer que ce soit pour des hommes, pour des femmes, il y a le problème de l'analphabétisme. Il y a des localités qui sont enclavées. Il y a des gens qui n'écoutent pas forcément la radio. Il y a. Du coup, pour accéder aux sortes de protection sociale, pour accéder à des services de projet, il y a des exclusions. Je ne veux pas dire que l'État ne fait pas ce qu'il doit faire, mais je me demande si la durée, est-ce qu'il ne fallait pas travailler sur une plus longue durée? On me dira, on n'en finira jamais, il faut commencer à un moment donné, mais j'aurais voulu qu'on discute ça. Ok, merci de conceptualiser votre intervention, madame. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas compris, le CIP au Bénin, c'est le certificat d'identité personnelle, je crois. Certificat d'identification personnelle. Certificat d'identification personnelle. Donc, c'est le document sur lequel il a une validité. Il sert de forme de carte nationale d'identité. Lorsque le numéro, il comprend le numéro personnel d'identification, et lorsqu'il est délivré à chaque citoyen, cela sert comme une forme de carte nationale d'identité. Et donc, c'est le premier document national qui va être demandé en termes d'identité. Pour ma part, madame, le fait qu'il ait remplacé l'ancienne façon l'ancienne carte d'identité, je pense que là n'est pas le problème, parce que le problème d'accès à ces cartes-là se posait même lorsque nous étions dans l'ancien système. C'est juste que le problème d'accessibilité demeure, et ça, il faut le reconnaître. Il faut donc à nos États de multiplier déjà la sensibilisation, mais aussi là où je vous rejoins, Madame Yvette, c'est que ce n'est pas lorsque le cas, par exemple, vous avez parlé d'un cas très parlant, celui des violences, des signalements des violences, ne pas attendre lorsque le cas se pose pour pouvoir vérifier l'identité de la personne. Mais j'ai envie de dire également que ce que je veux dire, c'est que forcément, il y a un point de départ. Parce que sinon, on ne règle pas la situation. Parce que les personnes, lorsqu'ils ne sont pas demandeurs de services, souvent ne vont pas, malgré les sensibilisations qui sont données, ne vont pas vers l'obtention de ces documents. Donc, c'est parfois lorsqu'ils en sont contraints qu'ils vont être à même de pouvoir le faire. Donc, oui, je vous rejoins lorsque vous dites qu'il faut forcément plus de sensibilisation. Il faudrait que que le numérique aille vraiment dans plus de localités. Et j'en discutais récemment avec certains cadres du ministère du numérique, où ils disaient que le Bénin prenait exemple justement sur le Rwanda pour pouvoir certifier des agents qui vont aider encore les personnes, en plus des points numériques communautaires que nous avons déjà sur l'ensemble du territoire. Nous en avons plus de 43, 47 à peu près sur les territoires nationaux. Il y avait un projet au niveau du ministère du numérique qui vont certifier des agents. Ok, ce sont au monsieur qui a une cabine de photocopie ou une cabine de mobile money qui peuvent souscrire à cette certification du gouvernement pour pouvoir aider les personnes pour l'obtention des e-services, notamment aussi dans ce domaine. Donc, je vous rejoins vraiment, Madame Yvette, sur plus de sensibilisation, plus d'accompagnement au niveau de nos populations. Parfait, merci Kevin. Alors là j'ai la main levée de Madame Marthe Didia, mais avant je vais
lire le commentaire de Mohamed Souleymane Diallo qui dit: au Mali, la population manque de confiance au paiement mobile. Le seul usage donc du mobile monnaie est réduit à l'envoi et à la réception d'argent. Donc, c'est un commentaire de M. Diallo dans le chat. Et là, je vais donner la parole à Madame Didia, si elle est là. Bonjour à tous et je voudrais dire merci à M. Ngoma pour cette belle communication qui nous a appris beaucoup de choses sur le numérique. Alors, une bonne partie de mes préoccupations a été prise en compte et il a répondu avec les interventions déjà passées. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir et qui n'a pas véritablement été abordé par M. Ngoma et les autres intervenants. C'est celui de l'accès au réseau Internet. Parce que dans nos pays, moi je suis de la Côte d'Ivoire, c'est un service qui est privé, ce sont des opérateurs privés, même l'État est obligé de prendre un abonnement et ça a un coût. Et cet aspect n'a pas été abordé. En plus, ces opérateurs sont branchés à d'autres opérateurs au niveau international. À Abidjan, l'année dernière, on a eu près de 3 jours d'interruption de connexion parce qu'il y a eu un gros problème au niveau d'un sous-marin, ce qu'on nous aurait expliqué. Et donc, comment est-ce que les gouvernements, nos gouvernements peuvent faire pour pouvoir vulgariser ce secteur, pour pouvoir contrôler ce secteur et du coup, faire baisser les coûts parce que ça a un coût et ce n'est pas donné à tout le monde. Par exemple, pour les e-monnaies, les échanges, les paiements mobiles, il a fallu que l'opérateur Wave en Afrique de l'Ouest arrive pour bousculer un peu les autres, pour qu'ils fassent baisser les coûts. Mais même là, ils ont fait supporter à d'autres intermédiaires qui travaillent avec eux. Donc, comment on peut faire pour réguler cela? Voilà, je vous remercie. Merci. Et merci encore pour l'exemple sur le Rwanda, qui est très intéressant et qui pourrait être peut-être reproduit ailleurs parce qu'il y a un manque de culture au niveau de l'utilisation du numérique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Kofi Didia, effectivement, je l'ai noté dans les défis, hein, c'est la dépendance parfois aux solutions privées ou aux solutions propriétaires. Alors, qu'on soit État ou qu'on soit privé, forcément on va se connecter. Internet, c'est le réseau des réseaux. Forcément, on va se connecter à un câble sous-marin, on va se connecter par faisceau hertzien, quelle que soit la technologie qu'on choisit. Mais, donc, forcément, il faut juste des capacités ou encore mieux organiser la gouvernance de l'Internet à ce niveau. C'est la seule solution. Veiller, même si on n'a pas d'opérateur national, au Bénin, on en a un qui essaie d'avoir des offres beaucoup plus alléchantes que les privés. Même si ce n'était pas le cas, il faudrait qu'on s'illustre en régulateur. Donc, j'ai d'autres cas, par exemple, le Congo-Brazzaville, mon pays d'origine, a fait l'exemple également a mis le cap également sur le développement ou bien l'essor des opérateurs nationaux. Et ça va plus augmenter la confiance des citoyens. Lorsque les offres des opérateurs nationaux se développent et sont beaucoup plus alléchantes et beaucoup plus parlantes que celles des privés, ça développe cette confiance numérique-là que les populations vont avoir à l'État, justement. Donc, la solution
je ne pencherai pas, madame, je ne pencherai pas sur... Il est important que la solution soit typiquement nationale ou portée par les opérateurs privés. Il faudrait que l'État régule. Forcément, il faudrait... Moi, je pense que le problème est plus au niveau de la gouvernance que de la paternité ou encore de qui est-ce qui apporte la solution de l'Internet. Que ce soit un privé, que ce soit l'État, eux tous, ils vont se connecter quelque part pour apporter. Il faut juste une meilleure gouvernance. Par exemple, prévoir des systèmes de relais, des solutions annexes lorsqu'il y aura coupure, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a multiplier, par exemple, les sources d'approvisionnement, etc. Donc, moi, je pense que le défi est plus au niveau de la gouvernance que s'il y avait forcément au niveau de la paternité ou de la solution. C'est ce que je dirais. Parfait. Ben, merci beaucoup, Kevin. Alors, dernier, je vais vous lire ça, c'est le dernier là, parce qu'on a quand même largement dépassé le temps qu'on avait prévu pour la conférence, mais c'est normal parce que vous avez tous compris donc la pertinence donc de la présentation qui a suscité toutes ces réactions-là. Donc, je lirai pour le bénéfice de tout le monde le commentaire de professeur Inde pour le cas du Maroc où il y aurait des difficultés dans le croisement des données pour identifier les bénéficiaires ou évaluer l'impact des programmes sociaux, exemple le Ramed, l'Amour, Taïsir. Donc, c'est un problème d'interopérabilité des systèmes pour la professeure Inde. Donc, voilà, nous sommes obligés vraiment à notre cœur défendant de clore, de vraiment d'en arriver donc à la fin de la conférence. Moi, je vous remercie à vous toutes, donc les participantes, mesdames et messieurs, au nom du GAR PSTA. Je remercie également vivement Monsieur Kevin Ngoma pour avoir accepté donc de présenter sur cette thématique vraiment d'intérêt. Je remercie également l'ensemble des participants et des participantes qui ont contribué à la richesse donc de cette conférence. Donc les échanges, comme vous l'avez vu, ont démontré que la digitalisation peut devenir un outil puissant de transformation sociale à condition d'être intégrée dans des stratégies globales, inclusives et ancrées dans des réalités africaines. Nous appelons donc à une mobilisation collective des pouvoirs publics, des chercheurs, des acteurs et des partenaires techniques et financiers pour faire du numérique un catalyseur d'équité sociale. Le GAR PSTA poursuivra son engagement à documenter, à analyser et accompagner les expériences innovantes portées par et pour les populations africaines. Et à la suite de Kevin, donc moi j'ai noté quelques recommandations. Kevin en a fait, en a formulé quelques. Donc première recommandation, soutenir le développement d'infrastructures numériques publiques accessibles à toutes et à tous. Deuxième recommandation, renforcer les capacités des acteurs locaux tels que l'État, les collectivités, les organisations de la société civile à concevoir et à piloter des politiques numériques inclusives et à promouvoir une gouvernance participative de la digitalisation fondée sur la transparence, l'équité et la redevabilité. Alors sur ce, je vous remercie encore à toutes et à tous et à bientôt pour prolonger ces réflexions et bâtir ensemble des politiques sociales réellement transformatrices. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.